Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la librairie Scientist Tools pour Python. Hein. Vous avez l'URL qui est là, hein. Vous avez bien sur GitHub, voilà, Scientist Tools, très bien. Et vous avez les méthodes qui sont proposées par la librairie. Alors, c'est une librairie en fait qui propose des méthodes factorielles, mais plus larges que ça, en fait, des méthodes d'analyse de données. Donc, on retrouve les méthodes classiques, hein, comme l'ACP, l'analyse des correspondances, l'analyse des correspondances multiples, mais il y a d'autres méthodes également qui sont moins connues cette fois-ci, comme l'ACP sur des corrélations partielles, ainsi de suite, comme le positionnement donc multidimensionnel, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Alors, c'est Nueri pour Python qui propose des méthodes factorielles. Ça, pour le coup, il n'y en a pas des masses. Alors, justement, je vais essayer de revenir un peu en arrière pour bien clarifier mon propos et pour expliquer pourquoi c'est très important. Enfin, moi, je trouve que c'est important de présenter cette librairie que je trouve vraiment très intéressante. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, à l'université aujourd'hui, je fais des enseignements, voilà, et souvent, en début d'année, je pose la question à mes étudiants, est-ce qu'on vous voulez qu'on travaille sous R ou vous voulez qu'on travaille sous Python? Mmh, voilà. Alors j'ai ma petite idée moi-même, hein, mais bon, je pose la question aux étudiants et je laisse parler et tout ça. Alors, aujourd'hui, en 2023, hein, on est le 9 mai 2023, là, on voit bien la date ici. En 2023, les étudiants veulent du Python. Pour eux, R, bon, ça va, ça vient, mais en réalité, ils veulent du Python. Alors généralement, j'essaie de creuser la question. Je leur dis: «Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est une question de langage?» C'est un langage informatique, hein, c'est un langage de programmation, je vois pas trop où se situerait la différence dans ce qu'on fait nous, dans ce qu'on fait nous. Alors généralement, voilà. Il y a une autre question également, c'est les performances de l'interpréteur. Sachant que les 2 font maintenant de la compilation à la volée, hein, il y a un just in time compiler maintenant, que ce soit sous R ou sous Python. Donc là également, est-ce que c'est un point de différenciation? Ou bien c'est les technologies, hein, on me dit souvent que l'industrialisation, elle est plus facile sous Python, voilà. Est-ce que c'est une question également? Ou bien, et généralement c'est là que je veux en venir, c'est une question de package. Voilà. Et là, je dis souvent aux étudiants: «Attention, il y a des packages qui sont meilleurs sous Python, voilà, qui sont moins bons sous R, ou inversement, il y a des packages qui sont meilleurs sous R et sont moins bons sous Python pour faire telle ou telle tâche. Et ça, c'est important qu'on regarde ça. Par rapport à ce qu'on souhaite faire, quel est l'outil qu'on veut utiliser et est-ce qu'il propose un package qui est performant dans ce domaine-là? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. C'est pour ça, alors moi, notamment pour le cours que je fais en Master 1, j'utilise prioritairement Python parce que je vois très bien que les étudiants attendent ça, et aussi parce que les packages qui sont à ma disposition permettent de le faire convenablement. C'est ça l'idée. Il n'y a qu'une séance que je fais sous R, parce que je me rends compte que sous cette séance-là, le package disponible sous R est nettement meilleur pour le coup, hein. Voilà. Mais sinon, la majorité des séances, je le fais sous Python maintenant parce qu'on a des packages intéressants. Alors jusqu'à il y a quelque temps encore, justement, parmi les packages qui faisaient la différence, c'est les packages qui proposent l'analyse factorielle, hein. Sous R, il y avait les célèbres, hein, qui font référence, hein, Factominer, très connu, excellent, ou bien aussi il y a DE4, aussi qui est excellent également, encore plus ancien DE4, mais vraiment excellent pour le coup, voilà. Et voilà. Sous Python, il n'y en avait pas des masses. Ben, il y en avait, on a sous scikit-learn un outil qui fait l'analyse en composantes principales. Il n'y a pas d'analyse. Alors, on pourrait créer des pipelines. On peut créer nous-mêmes des pipelines pour le faire. Donc, on inclut l'encodage des données dans le pipeline et ensuite on utilise la décolonisation ou bien même la CP, ainsi de suite. C'est une possibilité, ça. Mais déjà, il faut que l'étudiant comprenne exactement quelles sont les étapes de calcul, sache construire convenablement le pipeline et ensuite lancer les calculs et implémente par-dessus les outils d'interprétation, hein, les contributions, les cosinus carrés, ainsi de suite. Bah, c'est un peu compliqué, surtout que n'oublions pas que les séances de TD sont assez courtes. Alors, justement, il y a quelque temps, quand je me suis beaucoup pensé sur la question, voilà, je me suis rendu compte que un de mes anciens étudiants avait mis en ligne un excellent package. Un excellent package, donc c'est F-Analysis, et j'ai fait une série de vidéos là-dessus. Je vais montrer les différentes fonctionnalités, et notamment, il y a les 3 méthodes de référence. L'ACP, voilà, l'analyse des correspondances, l'analyse factorielle des correspondances et l'analyse des correspondances multiples. Voilà. Très bien. Alors, ce qui est très intéressant également dans F-Analysis, c'est qu'il avait un parti pris d'utilisation, c'était, il se cadrait dans le mode de fonctionnement de scikit-learn. C'est-à-dire qu'on pouvait l'intégrer dans un pipeline, notamment. Très bien. Alors, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, voilà, je vais parler de Scientist Tools. Alors, ce qui est très intéressant dans Scientist Tools, c'est que il peut faire ce qu'il y a dans F-Analysis, voilà, il peut faire ce qu'il y a dans F-Analysis, voilà, mais il peut aussi avoir un autre mode de fonctionnement.
Et ce qui est très intéressant, j'arrête pas de dire très intéressant, mais parce que je le pense vraiment, c'est que le package va émuler les fonctionnalités et le fonctionnement de FactoMiner. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, la transition, on l'a fait très facilement, hein. Donc, il y a vraiment ces aspects-là. On a deux modes de fonctionnement, soit à la mode scikit-learn, soit à la mode FactoMiner. Voilà, avec les méthodes qui sont programmées là. Alors, qu'est-ce qui a fait que mon attention a été attirée par ce package-là? Parce que déjà, je l'ai vu sur LinkedIn. J'ai finalement, je me suis mis sur LinkedIn finalement parce que bon, faut bien donner de visibilité à nos formations et mes étudiants. Du coup, je reçois plein de notifications, je regarde, hein, comme je suis curieux de nature, et j'ai vu justement apparaître cette annonce-là. Donc, j'ai regardé en détail, comme vous voyez, hein, et je me suis rendu compte en réalité qu'il était en phase, que le package était en phase avec le livre que j'avais mis en ligne en 2020, le livre qui était là en 2020, voilà, où justement j'avais montré ce qu'il y avait derrière les différentes méthodes. Et à l'époque, je ne connaissais que F-Analysis, donc je l'ai cadré sur F-Analysis, hein, c'est ce que je dis ici, hein. Voilà, F-Analysis, je l'ai calé sur F-Analysis principalement. Ça doit être écrit quelque part. Très bien. Alors, du coup, je me suis dit, mais tout ce que j'ai là, en fait, on peut le faire également avec Scientist Tools. Et oui, en fait, parce que sur ce site-là, voilà, vous avez une série de tutoriels, voilà, et ces tutoriels-là sont cadrés avec ce qu'il y a dans le livre. Bah, c'est excellent, c'est excellent. Donc moi, je trouve très intéressant parce que je retrouve exactement les bons résultats. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Alors, comme je me suis promis de l'explorer un peu, je me suis dit, il faut que je choisisse une méthode à explorer. Voilà. En fait, j'ai quasiment tout exploré, hein. Mais quand même, je vais faire une vidéo pour une des méthodes. Voilà. Et je vais utiliser un autre jeu de données, hein, pour pouvoir aller plus loin, hein. C'est ça l'idée. Et justement, donc, vous avez des tutoriels, hein, pour la CP. Vous avez des tutoriels pour la CP, vous avez des tutoriels pour la liste des correspondances, ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est que je vais explorer donc l'analyse des correspondances, hein, multiples, hein, voilà. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'analyse factorielle des données mixtes. Alors, je rappelle 2 secondes ce que c'est que l'analyse factorielle des données mixtes, hein. C'est une généralisation de l'ACP et l'ACM, où on peut traiter comme variables actives des variables qui sont soit quantitatives, soit qualitatives. Un mélange de variables quantitatives qualitatives. Voilà, hein, en variables actives. Voilà. En fait, si toutes les variables sont quantitatives, on a une ACP normée, on a les mêmes résultats qu'une ACP normée, et si toutes les variables sont qualitatives, on a les mêmes résultats en fait qu'une ACM, une analyse des correspondances multiples. Donc c'est une vraie généralisation. Donc l'analyse factorielle des données mixtes, c'est une méthode qui me paraît vraiment très intéressante parce que c'est une vraie généralisation. Alors sur le site en question, là, vous avez également un tutoriel, hein, qui est repris du livre. Voilà, donc je me suis dit, alors il y a cette partie-là sur les voitures, parce que tout le monde sait que j'adore les voitures, et il y a une partie sur les tennisman. Alors j'ai repris l'exemple de tennisman, mais j'ai rajouté des données supplémentaires, hein. Enfin, j'ai modifié les données pour qu'on ait des individus supplémentaires. Donc la base, elle est là. Alors elle est où la base? Elle est là. Voilà. Alors donc les données datent de 2020, donc elles sont un peu, il y a des choses qui ont changé entre-temps. Donc j'ai repris les joueurs de tennis que j'aime bien, les joueurs de tennis qui ont été performants, hein, qui ont été au moins une fois numéro 1 mondial, voilà. Sauf Villas, bien sûr, mais Villas, c'est un tel joueur qu'on peut pas ne pas le mettre dans le lot. Très bien. Et ensuite, on a ici, comme données supplémentaires, le fameux Big Four des années 2000-2010, hein, voilà. Très bien. Voilà, donc on a la taille des personnes, la latéralité, le revers à 2 mains ou à une main, les revers à une main, il y en a eu beaucoup avant, il y en a moins après, hein. Voilà, le nombre de titres gagnés, le nombre de finales jouées, les titres de Grand Chelem gagnés. Justement, ça a changé, ça a changé. Là, c'était en 2020, hein, c'est à l'époque où j'avais fait le livre. Là, maintenant, Djokovic, il a 5 titres en plus, il en a 22, voilà. Et Nadal, il y a 3 titres en plus, il en est à 22 aussi. Voilà. Mais bon, je voulais pas modifier les données parce que si vous voulez suivre les différents résultats et faire des comparaisons, ça va changer de nature les résultats. Donc, je suis resté exactement sur les mêmes données qu'il y a dans le livre, sauf que cette fois-ci, donc, du coup, j'ai mis en individus supplémentaires ces 4 joueurs-là, 4 joueurs emblématiques des années 2000-2010, hein. Voilà, même 2020, hein, Djokovic, ça tient encore la route, là, 2020, hein. Voilà, pareil pour Nadal aussi, d'ailleurs, hein, quand il veut bien, mais bon, quand il peut bien. Voilà, mais on peut pas le mettre de côté pour l'instant. Alors, j'ai mis aussi en variable supplémentaire, ici, les meilleurs classements en double. Voilà.
Au fil des années, avant, les très bons joueurs s'investissaient en double, hein. Le meilleur parmi tous, c'est McEnroe. McEnroe est un très très grand joueur de double et de simple, hein. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs de toute l'histoire. Quand il jouait bien, voilà, c'est un des meilleurs joueurs de toute l'histoire. Mais bon, très bien. Voilà, mais après, par la suite, enfin, Djokovic, le double, c'est pas son truc, hein. Voilà. Très bien. Donc, j'ai mis les classements en double en données supplémentaires. Je pourrais diviser très longtemps sur les données, hein, mais non, 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 non. Voilà. Alors, comme d'habitude, donc j'ai préparé mon petit notebook là, très bien. Ensuite, j'ai mis ici également les données, la projection des individus dans le plan factoriel, voilà, pour qu'on ait une référence tout à l'heure, mais surtout, j'ai pris les résultats de FactoMiner. Voilà, très bien. C'est quelque chose que je fais tout le temps. C'est-à-dire que quand je vois une librairie, je regarde les librairies équivalentes et je compare les résultats. Voilà. Donc FactoMiner fait référence au R, il n'y a aucun doute là-dessus. Scientist Tools, ça fait référence au Python, à mon avis, dans le même domaine d'analyse de données. Ben, c'est intéressant de comparer les résultats et de voir ce qui se passe, hein. Voilà. Donc c'est ce que je fais systématiquement. Quand je vois une librairie, voilà, ben, j'observe, je prends des jeux de données différents, j'observe les résultats sur différents jeux de données, je compare, sachant que certains également, je les ai programmés dans Tanagra. Donc pareil, je compare avec Tanagra également, hein. Voilà. Ça me permet de voir ce qui se passe. Ça me permet de voir ce qui se passe, de voir les concordances de résultats et les différences des résultats parfois. Pourquoi? Ainsi de suite. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant également, enfin intéressant, ce qui est important peut-être pour le coup, c'est qu'il faut bien faire attention cette fois-ci. Alors là, pour le coup, je vais revenir sur la page qui est là, aux versions que vous avez. Il faut absolument qu'on ait une version de Python supérieure ou égale à 3.10. Ça, je l'avais pas fait attention au début. Moi, ma version en fait habituelle, enfin ma version habituelle, c'est la 3.9 parce que c'est celle qui est sécure, hein. Il y a des évolutions dans les versions. Donc moi, je garde la version 3.9. Ensuite, j'installe les packages et en observant, en étudiant ce package-ci, je me suis rendu compte en fait qu'il faut avoir la version 3.10. Voilà. Ensuite, il y a un ensemble de librairies également sur lesquelles il faut avoir les bonnes versions. Or, du coup, moi, pour éviter d'avoir des problèmes, qu'est-ce qui se passe? J'ai créé un environnement Anaconda. C'est ce que je fais généralement, hein. J'ai créé un environnement Anaconda et dans l'environnement Anaconda, voilà, j'ai mis les différentes versions nécessaires, notamment Python 3.10, hein. On peut la voir là, Python, voilà, très bien. Et dans ce tutoriel-ci, dans cette vidéo-ci, j'utilise la version 0.0.0.4 de Scientist Tools. Voilà. Donc, je mettrai en ligne, hein, le fichier YAML. Le fichier YAML, je le mettrai en ligne, voilà, pour que tout le monde ait bien les mêmes versions et que, comme ça, on peut vraiment comparer les résultats. C'est important qu'on vérifie tout le temps. Moi, je vérifie tout le temps les versions des packages, les versions de Python, les versions de package, pour être sûr, hein, qu'on est bien sur le bon tempo. Voilà, donc ça, il faut faire attention, c'est pas que des inscriptions comme ça, il faut vraiment pour le coup vérifier ça, hein. Voilà. Mais bon, je mettrai en ligne, hein, je mettrai en ligne ce fichier YAML là, et pour tous les étudiants qui veulent travailler sous Python, travaillez toujours avec des environnements, hein. À chaque projet, un nouvel environnement, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Alors, une fois que c'est fait ça, donc moi, ici, j'ai bien l'environnement correspondant, hein, on le voit bien ici, environnement STTools, voilà, que j'ai créé, et on va pouvoir y aller. Alors, j'installe bien mon espace de travail, là, parce qu'il faut qu'on voit les deux. Très bien. Alors, je lance, voilà, et je vérifie la version de Python. 3.10, nickel. Donc, on peut installer à la volée les packages, hein, voilà, donc on peut faire ici. Attention, les dépendances, il faut les installer également, voilà, très bien. Mais bon, encore une fois, créer plutôt un environnement. Là, je l'ai fait à l'arrache, là, parce que c'est possible de le faire à l'arrache. Quand je suis en TD avec mes étudiants, euh, euh, j'ai- quand on se lance, la dernière fois que je l'ai fait, on a perdu 15 minutes. Donc, je ne vais pas perdre 15 minutes. Donc, j'autorise les étudiants exceptionnellement à installer les packages à l'arrache. Mais non, non, quand vous travaillez sur des projets, travaillez avec des environnements, hein, voilà. Mais bon, en TD, c'est un peu différent parce que le temps est contraint et je ne veux pas qu'on perde du temps sur des configurations machines. Donc, c'est pour ça que j'autorise, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? J'ai chargé les différents outils dont j'ai besoin, hein. Donc, on est dans Scientist Tools, il y a décomposition, il y a extract factor, il y a payplot, et je charge les différentes méthodes, dont justement donc la liste factorielle et les données mixtes. Alors, ce qui est très intéressant également, hein, mais ça, les étudiants, enfin, vous devez le savoir, ça, c'est que en ligne, vous avez tout le code source. Vous avez ici les exemples, les tutoriels, voilà, très bien, et vous avez le code source qui est là.
hein. Voilà. Donc regardez, c'est très intéressant ça, hein. Ça permet aussi de pouvoir commencer, on programme ce genre de choses, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, comment ça fonctionne, ainsi de suite. Voilà, hein. On peut pas être uniquement simple utilisateur des packages et subir les packages. Non, 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 c'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Très bien. Donc, je charge les différentes fonctions, méthodes, hein, voilà, c'est bon. Ensuite, maintenant, donc, je vais mettre en parallèle les résultats de FactoMiner en analyse factorielle de données mixtes avec les résultats de Scientist Tools. Et on aura les mêmes résultats, hein. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Donc, je charge les données, comme d'habitude, j'affiche les données, très bien, et je vais essayer d'avoir la documentation des méthodes. Alors, bon, il faut regarder un peu, mais en fait, il y a une manière très simple de le faire. C'est soit aller dans le code source, tout simplement. Voilà, vous avez la documentation, soit faire un help sur les méthodes que vous avez chargées. Donc, l'analyse factorielle de données mixtes, elle est là. Je fais un help. Voilà. Et vous avez les paramétrages possibles. Voilà, avec les différents éléments. Et pour le coup, comme c'est une extension de l'ACP, on peut faire un help aussi sur l'ACP. Voilà. Et on a, par exemple, les paramètres comme normalize, true, si les données sont pour avoir une ACP normée, puisque donc la FDM est une extension de la CP, n'oublions pas, hein. Là, le nombre de composants, ainsi de suite. Voilà. Alors, en fait, il n'affiche pas tout ici, mais on peut essayer de voir tout ça, voilà, open, voilà, open in a text editor pour voir, voilà, l'affichage complet. C'est toujours important de lire la documentation des logiciels qu'on utilise, hein. C'est même la première chose qu'on devrait faire. Je sais très bien que personne ne le fait. Je connais suffisamment les étudiants. Ils lancent d'abord et quand ça plante, monsieur, hein, ça marche pas. Ça marche pas, ça traumatise les profs, hein, je vous le dis. Mais je leur dis tout le temps, mais vous avez lu un peu la doc là? Il me dit, ah bon, il y a une doc. Ben, bien sûr qu'il y a une doc, voilà, mais regardez comment on a comme paramètre. C'est quoi ce paramètre? Ben, regardez le paramètre et comme ça vous verrez. Et regardez ce que c'est en train de faire et regardez ce qu'il y a dans la documentation et regardez si ça match. C'est ça qui est important. Voilà, donc on l'a ici avec un help, voilà, et on a une description détaillée de chacune des paramètres de l'outil. Voilà, donc moi je vais lancer ici, et justement, regardez avec FactoMiner, regardez, là qu'est-ce qui se passe? Donc je vais demander deux composantes ici, enfin pour que l'affichage soit pas trop roboratif, là je vais pas demander, je lance les données, voilà, les données sont là dans FAMD de FactoMiner, là je fais un fit, donc on a un mode de fonctionnement également proche de scikit-learn pour le coup, hein. Très bien. Et on a les row labels. Bon, là, ici, je ne l'ai pas mis, hein, mais on a par exemple les variables supplémentaires, les quantifiants supplémentaires, les labels des variables quantitatives, les labels des variables qualitatives, voilà, et les individus actifs et les individus supplémentaires. Voilà. Là, c'est la variable illustrative. Et très bien, hein, donc on voit très bien, hein. Je recommence rapidement, hein, nombre de composantes demandées. Ensuite, là, c'est les labels, c'est les identifiants des individus actifs. Là, on a les identifiants des individus supplémentaires. Ensuite, on a les noms des variables quantitatives, actives. On a ici le nom de variables des variables illustratives, quantitatives, voilà, et on a les noms des variables qualitatives, voilà, qui sont actives. Très bien. Donc, je lance les calculs, voilà, très bien, on a différents éléments, et je peux obtenir donc les valeurs propres. Voilà, ici, hein, le get, ici, get eigenvalue de facto extra. Bon, je pars du principe que tout le monde connaît FactoMiner, hein, très bien, parce que sinon, il faut que j'explique à gauche aussi. Voilà, donc, j'ai importé FactoMiner, et pour avoir donc la visualisation et les interprétations, j'ai chargé aussi facto extra. Voilà, sous R, là c'est sous R. Donc j'affiche les valeurs propres et on a bien les mêmes valeurs propres. Heureusement, hein. Bon, là j'ai demandé que deux facteurs, c'est pour ça qu'on n'a que deux lignes, hein, mais on a bien les mêmes valeurs propres pour les deux premières. On a bien d'abord, hein, exactement pareil, avec ici les pourcentages, ainsi de suite, hein. Voilà, pourcentage cumulé. Bien, c'est toujours rassurant, c'est toujours rassurant. Ensuite, on a l'inspection des résultats, et dans les deux cas, on a le fameux summary. Voilà, Submarit donc permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble des résultats. Donc on a les coordonnées des individus, les contributions des cosinus carrés d'un facto mineur, hein. Voilà, on a aussi ce qui se passe sur les individus supplémentaires, et ensuite on a la description des variables. Allons-y, hein. Voilà, très bien, on a les résultats qui sont là, pareil, hein, du même ordre en réalité, mais pareil, ça rentre pas tout ici. Si on veut tout voir, on va dans Text Editor, voilà, et on a les résultats détaillés. Bah, là également, on vérifie, hein, vérifiez vous-même, mais on a exactement les mêmes résultats, hein. Si je prends par exemple ici Agassi,
grand joueur, hein, parmi les grands joueurs, spectaculaire en plus. Voilà. Alors là, on a une différence de signe. Oui, mais ça dépend des librairies de calcul, tout simplement, hein. Ça dépend tout simplement du cœur utilisé. Ce qui est important, c'est les positions relatives. Donc que les signes soient opposés ici, c'est pas un souci. C'est les positions relatives qui comptent en réalité, hein. Ça, parce que les étudiants me disent, oh là là, les signes sont pas les mêmes, il y a un problème. Non, non, il y a absolument aucun problème en réalité, hein. C'est tout simplement, c'est les positions relatives dans le repère factoriel qui comptent, hein, pas la position absolue, hein. C'est les positions des points par rapport aux autres, que ce soit les points modalités ou variables, ou que ce soit les points individus. On est d'accord là-dessus, hein. Voilà. Mais en tout cas, on a bien les mêmes valeurs, exactement les mêmes valeurs. On est d'accord là-dessus. Pour les contributions également, pour les cosinus carrés, voilà, on a les différents résultats qui permettent d'avoir une vue globale sur le résultat. De la même manière, on a les individus supplémentaires qui sont là. C'est ce que j'ai trouvé intéressant. Ceux qui ont l'habitude de travailler sous R avec FactoMiner, typiquement, faire une transmutation ou faire un transfert vers Python, voilà, bah, avec Scientist Tools, vous avez le même mode de fonctionnement avec exactement les mêmes résultats. Et du coup, la transition vers Python n'est pas un souci, hein. Parce que souvent, on se dit, j'ai l'habitude de tel outil, je sais comment faire. Si je change de R vers Python, est-ce que je vais être perdu? C'est pas les mêmes commandes, c'est pas les mêmes modes de fonctionnement, c'est pas le même mode de présentation de résultats. Est-ce que ça va poser des problèmes? Ben non, en réalité, on va très bien ici, hein. Voilà. Ensuite, on a les coordonnées des variables, hein, qui sont ici, pour le coup, c'est les corrélations avec les facteurs, contribution, cosinus carré. Voilà. Je vous laisse regarder en détail, je vais pas rentrer en détail là-dessus, mais on a bien la même teneur des résultats. Alors, on va avancer, hein. Si on veut les informations sur les variables, donc j'ai mis des informations sur les variables ici, voilà. On a le plot ici, et on a ce fameux graphique-là. Alors, dans Factominer, pour le coup, il met la variable supplémentaire. Et en plus, là, on a des valeurs non signées, parce qu'on a les carrés des corrélations, ou bien les carrés des rapports de corrélation. Du coup, la corrélation ici, signée pour le coup, bon, oui, très bien. Bon, il faut le savoir tout simplement. Là, il l'a pas mis, pour le coup, donc les variables supplémentaires, et comme ça, on a une présentation réellement homogène, hein. Mais bon, on a bien les mêmes éléments, hein. Donc, quand la variable est quantitative, ce qui se passe, c'est qu'on a les carrés des corrélations. Et quand les variables sont qualitatives, on a les carrés des rapports de corrélation. Voilà. On voit bien que ce qui détermine le premier facteur, voilà, quand les variables sont qualitatives, c'est le titre, les finales, hein. Donc, c'est les performances dans le temps, hein. Voilà, pour le premier facteur. Il y a un peu aussi la latéralité, hein, qui est déterminant sur le premier facteur. Sur le deuxième facteur, il y a le fait de faire revers à une main ou revers à deux mains, et puis le comportement Roland-Garros, qui est plus déterminant sur le deuxième facteur. On va voir des joueurs là, voilà, très bien. On imagine très bien. Voilà. Et on a bien les mêmes résultats ici. Alors, dans l'appel de plot à FMD, il y a FAMD, il y a l'objet variable que j'ai créé, hein. C'est là que je l'ai créé, l'objet variable, hein. C'est quand j'ai instancié ici. Donc, j'ai créé l'objet AFDM en faisant appel au constructeur de la classe. Ensuite, j'ai fait le fit, voilà. Ensuite, j'appelle les valeurs propres pour voir ces résultats-là. Je fais le summary de l'objet avec tout markdown pour que ce soit exportable, voilà, dans un markdown, enfin, que c'est un format markdown, voilà. Et ensuite, quand vous exportez en HTML, vous aurez une présentation nickel, comme ça, voilà. Et le plot AFMD, voilà, chose var. Et le repel égal à true, ça évite justement qu'il y ait des superpositions. C'est un peu comme le JTER, si vous voulez, hein, voilà. Parce qu'on voit ici, regardez bien, hein, là, vous avez Roland Garros et main revers qui sont superposés. Et en mettant l'option repel égal à true, voilà, ça évite cette superposition. Ça les décale un peu pour qu'on les voit mieux, tout simplement, hein. Donc, il y a un package qui fait ça, c'est adjust texte, et ça permet, c'est comme un JTER, en fait, c'est comme un JTER, voilà, qui les décale un tout petit peu. C'est très bien, c'est très bien. Donc, c'est le sens du repel égal à true ici. Voilà. Si vous ne le mettez pas, on aurait ce type de superposition-là. Voilà. Donc, je continue. Pour les variables quantitatives, voilà. Donc là, c'est globalement, hein, en mélangeant l'analyse des variables quanti et quali. Voilà ce qui se passe. Et du coup, on a deux indicateurs différents qui sont mélangés ici. Voilà. Alors, si on veut se concentrer sur des variables quantitatives, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a getFMD call, FMD, et on a les différentes informations, soit sous forme de corrélation, ainsi de suite. Très bien. Alors, si je veux avoir que les coordonnées, voilà, donc on a un dictionnaire, en fait. Ici, l'info-var, là, c'est un dictionnaire avec les corrélations, avec les différentes informations, les coordonnées, cosinus carré, contrib, ainsi de suite. Voilà. Donc, si je veux avoir que les coordonnées, voilà, j'accède au dictionnaire correspondant, à la partie du dictionnaire correspondant, et on a bien ici les corrélations, hein, voilà. Donc ça, on doit l'avoir, bon, on va l'avoir jusqu'ici, en fait, hein. Très bien. Alors justement, si on veut voir le cercle de corrélation,
Voilà, bah, c'est exactement pareil, hein. Bon, là, j'ai un peu retaillé le graphique, sinon il prend trop de place. Et on fait un plot, voilà, de corrélation de FDM, voilà, avec l'axe qui définit le repère dans lequel je le dessine. Et je fais un show, voilà, et on a bien le même. Encore une fois, hein, c'est les positions relatives qui comptent. C'est les positions relatives qui comptent. Ça, c'est vraiment très important. On a bien taille qui est ici, voilà l'autre bout là-bas, et on a titre, voilà, final et titre qui sont ici pour les variables quantitatives, hein. On n'a pas les qualitatives ici, hein. Alors, ce qui est intéressant, et là, pour le coup, c'est intéressant parce qu'on a des corrélations signées, hein. Il a mis ici la variable supplémentaire. Et là, pour le coup, c'est vraiment licite de le faire, hein, parce que on a bien ici des corrélations signées, hein. Voilà, on voit bien l'opposition ici entre la taille, voilà, et les nombres du final et du titre. Donc, on a l'impression que plus on est petit, plus on est petit, et plus et meilleur on est, hein. C'est ça, hein. Une corrélation négative entre la taille et les finales des titres, c'est très bien, hein. Peut-être que j'ai encore mes chances au tennis, moi, hein. Bien, bah, je sais pas. Voilà, mais en tout cas, on a bien les mêmes résultats, hein. C'est ça qui est important ici, hein, avec des appels de commandes qui se ressemblent plus ou moins, hein. C'est ça qui est important, hein. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est cette possibilité-là d'avoir un fonctionnement qui est très proche, hein, de ce qu'on a par ailleurs. Du coup, on n'est pas dérouté quand on change tout simplement d'outil. C'est ça qui est intéressant. Avec les mêmes fonctionnalités, hein, on a le même série de corrélations là. Voilà. Alors, si on va avoir les cosinus carrés, on y accède avec le info-var. Voilà. Et si on va avoir donc les contributions, on peut faire un graphique. Voilà, hein. Donc c'est ce qu'on a ici, hein. Voilà, f vis contrib, voilà, var axe 1. Voilà, bon, l'axe 0, il commence à 0 sous Python. Très bien, on a bien titre, final, voilà. Et on voit bien que c'est titre et final qui jouent le plus sur le premier facteur, hein. Ainsi de suite. On voit bien, hein, on a bien les mêmes types de résultats là, hein, avec les contributions en pourcentage, hein, hein. Alors, pour les variables qualitatives cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a un champ de la classe, un champ de l'objet, hein, qui permet d'accéder. Et là, je le mets sous forme de data frame pour qu'on lise mieux. Voilà. Donc, on a les coordonnées cette fois-ci. Et là, pour le coup, c'est les moyennes conditionnelles qu'on a, hein, voilà, parce qu'on a les modalités, hein. Si c'est les variables, on a les rapports de corrélation ou les carrés des rapports de corrélation. Et quand c'est les modalités des variables, on a tout simplement les moyennes conditionnelles, hein. Voilà, avec un facteur près, plus ou moins. Très bien. Du coup, on peut les positionner dans le premier plan factoriel. Voilà. Très bien. Ici. Et on voit bien que ici, donc du coup, on a les personnes qui sont plutôt gauchères. Voilà, hein, voilà. Et rappelez-vous, hein, que dans ceux-là, on avait les personnes qui avaient beaucoup de titres et de finales, hein. Et on voit également que ces personnes-là sont plutôt des personnes gauchères, hein. Donc on va voir les personnes qui ont des titres, hein. On connaît, il y a Nadal aujourd'hui, mais il y a aussi quelqu'un qui a marqué l'histoire du tennis, c'est Jimmy Connors, hein. J'espère que tout le monde connaît Jimmy Connors, hein, voilà. Après, donc on peut le voir ici, on peut le voir ici, hein. C'est ça l'intérêt, c'est qu'on peut voir le rôle des variables quantitatives via le cercle de corrélation, et via ce graphique-là, on peut voir le rôle des variables qualitatives, des modalités, pour avoir une meilleure interprétation. Voilà. On voit ici en bas également qu'on a des personnes qui ont des revers à deux mains. Voilà, bah, il y a toute une flopée, hein, on connaît bien, hein. Voilà. Alors ce graphique-là, on l'a par ici. On l'a par ici, hein, regardez bien, hein. Alors comme il est inversé, les signes sont inversés sur le premier facteur, les gauchers sont plutôt par là. Bon, voilà. Mais bon, encore une fois, hein, c'est les positions relatives qui comptent. C'est les positions relatives qui comptent. Donc c'est les proximités entre les différentes modalités qui sont importantes ici, hein. Voilà. Alors très bien, une fois qu'on a ça, donc on peut aussi montrer les contributions. Voilà. Alors, si on veut avoir les informations sur les individus, si on veut avoir les informations d'individus, voilà, on peut faire un plot FMD des individus. On est d'accord là-dessus. Et là, de nouveau, s'il y a des superpositions, je fais une sorte de petit jitter. Voilà, il fait une sorte de petit jitter. Et je veux également positionner des individus supplémentaires, les fameux Big Four des années 2000-2010. Voilà. Donc, plot FMD, voilà. Et on a bien ce graphique-là, qui est l'équivalent de ce que peut avoir ici. On voit bien, hein, c'est bien le même graphique ici. Alors, on peut changer donc la plage de valeurs pour que les dispersions soient mieux visibles, hein. Voilà, entre ce qu'on voit en abscisse et ce qu'on voit en ordonnée, hein. Il y a une option pour le faire. Je ne l'ai pas fait ici, mais il y a une option pour le faire. Mais on a bien les mêmes résultats et on voit bien les mêmes proximités, hein. Donc, ceux qui ont beaucoup de... Bah, il y a Connors, hein, voilà, Federer qui accumule les titres, il y a Nadal aussi, hein, bon, voilà. Voilà, là, ici, Federer et Nadal sont des individus supplémentaires, hein. C'est pour ça qu'ils sont en rouge, là, hein. Alors, si on regarde ici, hein, donc Connors a vraiment tiré
sur le premier facteur, et voilà, en supplémentaire, on a Federer et Nadal. Voilà, on le voit bien ici, hein. Voilà. Donc on a bien les bonnes positions relatives. On est d'accord là-dessus. Voilà. Djokovic par là, hein, voilà. Mais les titres, il est en train de les accumuler au fur et à mesure, là, donc ça va venir. Voilà. Puis on voit aussi beaucoup de gauchers qui ont marqué l'histoire, hein. McEnroe, Vilas, Nadal, voilà, Connors, un gaucher parmi les gauchers, ainsi de suite. Voilà. Et enfin, dernier élément, on a les plots de country. Bon, voilà. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc on a les, les mêmes fonctionnalités et le même fonctionnement, hein. On peut avoir les mêmes types de résultats, voilà, et en type de commande, les types de commandes sont quasiment les mêmes. On a une transposition quasiment directe sur les commandes. Donc, ceux qui ont l'habitude de travailler sur l'analyse de données sous R ne seront pas déroutés quand ils vont passer sous Python. Et c'est ça qui est intéressant là-dessus. Voilà. Alors, moi, je le trouve très intéressant, hein. Très honnêtement, si j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus, de toute manière, si j'aime pas, je fais pas de vidéo, c'est plus simple, hein. Voilà, je l'ai trouvé très intéressant réellement, surtout que on a une plage de fonctions d'analyse de données qui est quand même assez élargie, Voilà, et ça, je trouve ça intéressant. Et l'autre aspect également que moi j'ai trouvé réellement, enfin que je trouvais très sympa, c'est le fait d'avoir un double mode de fonctionnement. Ceux qui ont l'habitude de fonctionner à la mode de scikit-learn peuvent le faire ici, voilà. Et ceux qui ont l'habitude de fonctionner à la mode factomanner peuvent le faire ici. Voilà. Et bien sûr, ceux qui veulent explorer d'autres méthodes d'analyse de données, hein, ont les différents tutoriels qui sont là. Vous pourrez essayer d'aller plus loin avec, par exemple, l'ACP, l'analyse les listes des correspondances, les facteurs des correspondances, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Moi, dans un futur très proche, je vais me pencher justement sur le positionnement donc multidimensionnel. C'est ce que je vais explorer dans un futur très proche. Excellent travail à tous.